Donc pas du tout de diplôme de musicien et pas du tout de diplôme pour enseigner la musique. Ça ne m'a pas empêché d'enseigner pendant 10 ans. Est-ce que le diplôme, que ce soit dans la musique ou non, a vraiment du sens? Un cursus qui valide que je suis un bon musicien, j'y mets de grandes guillemets, et toi tu as ton diplôme disant que tu es un bon enseignant, de manière générale, mais pas spécifiquement musicien. Le fait d'avoir un diplôme va-t-il finalement le handicaper ? T'as jamais un élève qui te demande est-ce que tu as un diplôme? Je suis un bien meilleur musicien que toi et t'es un bien meilleur enseignant que moi, c'est quand même énorme. C'est quand même fou cette histoire. Je te propose un duel tout de suite. Fabien, bonjour. Salut Cédric. Et bienvenue dans ce nouveau podcast Zik School, ce podcast numéro 5, où on va parler de l'importance ou non d'avoir un diplôme pour enseigner la musique. Est-ce que avoir un diplôme formel est un avantage ou non pour enseigner la musique, et notamment la musique en ligne? On va parler de tout ça. Mais juste avant, on va aussi faire le rappel d'où peuvent nous retrouver les personnes qui nous suivent. Donc on a YouTube, qui est vraiment l'espace où vous allez pouvoir nous voir en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec le petit bouton cloche pour recevoir les notifications. Et puis on a aussi toutes les plateformes de podcast et on invite tout le monde à laisser un 5 étoiles sur ces plateformes. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas notre contenu, finalement, c'est ça qui est bien. Ils peuvent faire pour les deux. Exactement. Bon, alors aujourd'hui, on va vraiment débattre sur le côté est-ce important d'avoir un diplôme? Doit-on forcément avoir un diplôme pour enseigner la musique? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qu'on peut avoir en appel, de personnes que l'on rencontre qui nous disent ouais, mais du coup, est-ce que ça débouche sur un diplôme? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un diplôme pour enseigner la musique en ligne? Pour vraiment lancer le débat là-dessus, j'ai envie de te poser une première question. Est-ce que toi, par exemple, tu as un diplôme pour enseigner la musique? Alors, est-ce que j'ai un diplôme? J'ai des diplômes. Ils ne sont pas spécifiques à l'enseignement de la musique. Par contre, ils sont spécifiques à mon cursus de musicien. Donc, j'ai passé ce qu'on appelait à l'époque le DEM, ou encore avant le prix, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y a différents noms. Mais c'est le diplôme d'études musicales, donc c'est la fin du conservatoire. Et j'aime bien donner ces images des fois à ceux qui ne sont pas dans le monde de la musique, c'est l'équivalent du bac. C'est-à-dire que c'est à la fois un diplôme, mais à la fois c'est le début et la fin de quelque chose, quoi. Il y a pas de... Ça sert à tout et à rien à la fois. Voilà, ça symbolise la fin d'un cursus. Donc j'ai pas de diplôme type DE ou CA pour enseigner la musique, mais par contre j'ai ce diplôme qui atteste que j'ai un niveau musicien correct. Donc, tu as un diplôme de musicien, finalement, c'est ça, mais tu n'as pas de diplôme d'enseignant. Exactement. Ouais. Alors moi, à contrario, j'ai un diplôme d'enseignant parce que j'ai été professeur des écoles, mais j'ai pas du tout de diplôme dans l'enseignement de la musique. Pourtant, j'ai été prof dans une école de musique pendant 10 ans et j'enseigne en ligne. Et j'ai une école de musique en ligne aussi depuis 2012. Sur ces aspects-là, j'ai des connaissances et des compétences et des diplômes finalement dans la pédagogie. Mais je n'ai pas de diplôme dans le domaine de la musique et notamment, comme toi, je n'ai pas de diplôme de musicien puisque moi, dans mon cursus, j'ai fait une école municipale de musique, je crois même que c'est une école associative, et j'ai appris la guitare de manière assez traditionnelle, guitare classique, et après, je suis devenu autodidacte pour continuer mon parcours et apprendre le piano. Donc, pas du tout de diplôme de musicien et pas du tout de diplôme pour enseigner la musique. Ça ne m'a pas empêché d'enseigner pendant 10 ans. Mais du coup, c'est marrant, parce qu'en fait, on a un peu l'inverse. Moi, j'ai mon cursus qui valide que je suis un bon musicien, j'y mets de grands guillemets, et toi, tu as ton diplôme disant que tu es un bon enseignant, de manière générale, mais pas spécifiquement musicien. Comme quoi, déjà, on ouvre déjà le débat sur le fait que, est-ce que le diplôme est vraiment indispensable? Oui, non. Quels sont les avantages et inconvénients de chaque? Ouais, pourtant, Je veux lancer. Je suis un bien meilleur musicien que toi et t'es un bien meilleur enseignant que moi. C'est quand même énorme. C'est quand même fou cette histoire. Je te propose un duel tout de suite d'ailleurs. Alors, on va pas s'étendre sur ce débat-là. Alors, effectivement, on sait que c'est quelque chose qui est très franco-français quand même, cette histoire de diplôme. Moi, pour avoir un peu étudié ce qui se passe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, c'est pas le cas en fait. Il y a beaucoup de profs qui se lancent sans diplôme avéré parce qu'il n'y a pas de cursus comme en France, diplômant au sein de la musique. Par contre, il y a un système beaucoup plus libéral sur la mise en place et l'apprentissage de la musique. Comment peut-on finalement en France aujourd'hui se positionner
par rapport à cette exigence formelle de diplôme pour se lancer dans une activité et faire le contraste avec cette nouvelle pratique de l'enseignement en ligne qui arrive, qui elle, du coup, casse les codes. C'est intéressant, c'est un sujet moi, qui me passionne. Je me suis toujours posé la question, est-ce que le diplôme, que ce soit dans la musique ou non, a vraiment du sens? En fait, un diplôme, c'est quoi? C'est juste un groupe de personnes qui a décidé de mettre une structure, un cadre, des éléments pédagogiques, des choses à connaître, qui, à la fin, sont certifiés par un diplôme. Mais ce cadre-là, il est conçu par des gens qui sont humains, donc du coup, avec forcément des failles potentielles, forcément avec des limites. Aussi, plus le diplôme est connu, plus il y a aussi d'inertie, et donc du coup, il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. Donc finalement, le diplôme, en France, c'est vrai qu'on lui accorde beaucoup d'importance, mais c'est pas parce que tu as un diplôme que tu es une meilleure personne, et c'est pas parce que tu n'en as pas que tu es une moins bonne personne. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Quand j'étais en IUT, donc je faisais du génie électrique, informatique industriel, rien à voir avec la musique, et j'avais un ami qui était passionné de médecine. Il en connaissait plus sur la médecine que certains qui étaient en première année de médecine, mais parce qu'il était passionné. Donc au final, il n'a pas eu de diplôme en médecine, mais pour autant, il est passionné. Et pour répondre à ta question, je trouve qu'en France, pour le diplôme dans la musique, c'est surtout les profs qui se font des nœuds au cerveau. C'est plus eux qui accordent énormément d'importance au diplôme, parce que l'élève, en fait, en face, lui, tu demandes jamais un diplôme. Autant dans une entreprise, l'entreprise, elle peut te demander le diplôme de ton école d'ingénieur et de ci, de ça pour certifier que tu as bien un minimum de compétences. Mais j'ai jamais vu un élève demander au prof, parce que le prof, il est déjà en tant que figure d'autorité dans une école de musique où il donne des cours particuliers. Il y a déjà une autorité naturelle parce qu'il sait jouer de l'instrument. Mais t'as jamais un élève qui te demande est-ce que tu as un diplôme. Ouais, exactement. Et souvent, en fait, c'est sous-entendu. On a quelqu'un en face de soi, on ne pose pas la question, mais on sous-entend qu'il a les compétences pour le faire. Mais tu as raison, pas spécialement le diplôme. Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, il y a un aspect, la question à se poser, c'est comment l'expérience et le talent en fait naturel peut-il se substituer à une éducation formelle dans l'enseignement de la musique? En gros, est-ce que quelqu'un de passionné et qui a du talent peut être meilleur enseignant qu'un prof qui, lui, va être diplômé sans forcément, à la base, un talent naturel? Alors, je pense que oui, parce qu'en fait, il y a deux aspects, et on l'a très bien vu déjà avec nos deux profils. Il y a l'aspect musicien. Tu peux être un bon musicien. Tu peux être un bon musicien diplômé ou non. Et tu peux être un bon prof diplômé ou non. Et en fait, c'est des choses qui ne sont pas forcément, qui vont pas forcément ensemble. Par exemple, ma mère était prof de musique au collège et elle donnait aussi des cours de clarinette. Pendant 2 ans, elle a donné des cours de violon à un enfant parce qu'il ne trouvait pas de prof, il n'y avait pas, et donc du coup, elle l'a dépanné. Elle a réussi à aider un élève à s'améliorer en violon, alors qu'elle ne connaissait pas le violon. Elle m'avait, moi, vite fait dirigé, aidé pendant que j'étais petit, mais elle n'avait pas de diplôme pour le violon. Mais ça suffisait pour démarrer. Ça ne veut pas dire que c'était suffisant pour continuer dans le temps, mais elle avait au moins elle avait ces bases-là. Moi, je trouve que c'est le cas de beaucoup d'enseignants en fait, dans la musique. Et justement, si on fait le parallèle avec le en ligne, aujourd'hui, quand quelqu'un veut se lancer dans l'enseignement de la musique en ligne, le fait d'avoir un diplôme, va-t-il finalement l'handicaper ou va-t-il lui donner des avantages? Moi, je tendrais plutôt du côté, ça va l'handicaper parce qu'il a un diplôme qu'il a mis dans un cadre particulier, d'enseignement particulier. Et on sait, parce qu'on en a parlé dans d'autres podcasts, que la musique aujourd'hui, l'enseignement de la musique en France, mais aussi dans d'autres pays, a toujours le même schéma depuis des décennies et n'a jamais évolué. Donc s'ouvrir à une nouvelle façon de pratiquer, c'est se remettre totalement en question. Et c'est ça qui pose souvent problème, c'est que on est dans un marché de l'enseignement de la musique qui, pour beaucoup, s'essouffle. On a tous les jours, tous les ans, pas dire tous les jours, mais tous les ans, des écoles qui ferment autour de nous. On a eu l'exemple l'année dernière, l'année d'avant, encore l'année d'avant, il y a encore cette année qui vont fermer. Mais à côté de ça, ça n'évolue pas. L'enseignement de la musique est toujours enseigné de la même façon depuis des décennies. Et le fait de basculer
en ligne, d'avoir cette ouverture-là, on s'aperçoit, de par les gens qu'on accompagne dans la mise en place de l'enseignement de la musique en ligne, que c'est très compliqué de sortir des carcans. C'est intéressant ce que tu dis, que le diplôme, du coup, peut devenir un inconvénient, un blocage, mais en même temps, je pense qu'il peut aussi être une force à condition que celui qui a le diplôme se dise « je ne prends pas pour science acquise ce que j'ai appris, j'utilise plus comme une force, comme une base, mais je suis prêt à remettre en question ça et à m'améliorer. » Parce que l'avantage de celui qui n'a pas de diplôme, c'est que comme il part de rien, il doit construire, il doit innover, il doit trouver des concepts, et s'il est motivé, qu'il est passionné, qu'il s'intéresse, il va forcément, naturellement s'améliorer et devenir potentiellement quelqu'un qui est bon en pédagogie. Versus quelqu'un qui a déjà un diplôme et on lui a dit c'est comme ça la pédagogie, il se retrouve assez fermé dans le cadre, comme tu dis, mais pour autant il a quand même une structure qui lui permet d'avoir une vue un peu plus élargie de ce qu'est la pédagogie et de ce qu'il peut faire. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est celui qui a le diplôme, c'est se dire comment je peux faire pour m'améliorer. Et ça amène à la réflexion de se dire, peut-on penser vraiment qu'un bout de papier peut donner l'ampleur d'une passion chez quelqu'un pour enseigner un élément, que ce soit la musique ou autre chose, quoi. Mais non, ça serait stéréotypé, c'est comme les profs en lycée, en collège, on a tous eu d'excellents profs et on a tous eu des profs très médiocres. Et pour autant, je suis sûr que tous les profs qu'on a eus sont compétents puisqu'ils ont eu leur diplôme. Et puis ils ont appris la pédagogie parce que ça fait partie du cursus. Mais il y en a qui ont une passion, une motivation à se remettre en question, à innover, qui fait qu'ils sont meilleurs que d'autres. Et c'est pas le bout de papier qui fait de toi une meilleure personne. Et j'ai une question d'ailleurs, Cédric, sur cet aspect autodidacte. Est-ce que tu penses vraiment qu'un musicien autodidacte peut comprendre et enseigner toute la complexité de la théorie musicale sans une formation structurée ? Parce qu'en fait, celui qui apprend de manière autodidacte, comme il n'a pas le cadre, comme il n'a pas la structure, comme il n'a pas tous les détails, comment est-ce qu'il fait pour apprendre à quelqu'un qui ne sait pas faire ? Est-ce qu'il a les compétences nécessaires, le recul nécessaire ? Alors, il peut ne pas avoir les compétences s'il n'a pas les compétences pédagogiques. Pour moi, la clé, elle est là. C'est est-ce qu'il a les compétences pédagogiques ? Si on a les compétences pédagogiques, peu importe ce que l'on enseigne, et ça j'en suis persuadé de par mon expérience, on peut enseigner n'importe quoi, à condition de s'y intéresser et de comprendre que la pédagogie, c'est pas du savoir, mais c'est des étapes qu'il faut faire passer. Et j'ai l'exemple concret de personnes, que ce soit dans le domaine de la musique ou dans le domaine du sport, qui ont été de bien meilleurs pédagogues, de bien meilleurs éducateurs, bien meilleurs profs, en étant des total débutants, que des profs diplômés. Et moi, j'ai une anecdote que je peux raconter là-dessus. Quand j'étais à l'IUFM, j'avais un prof qui nous donnait des cours sur la pédagogie et il nous avait raconté qu'une fois, ils avaient testé d'enseigner une notion mathématique à des élèves sur une tranche d'âge de, je crois que c'était 8 à 14 ans, donc mélangé entre le primaire et le secondaire. Et ils avaient mis d'un côté des profs de secondaire qui, eux, étaient évalués uniquement sur leurs compétences en mathématiques, et des profs du primaire qui, eux, avaient plus une formation dans la pédagogie, mais avaient une formation mathématique, mais pas aussi poussée que le secondaire. Donc, c'était de voir si, effectivement, les profs du secondaire qui avaient une plus grande connaissance, c'était de plus grands professionnels dans cet enseignement-là, avaient la possibilité de mieux transmettre l'enseignement. Il s'est avéré que les profs des écoles ont complètement écrasé les profs du secondaire sur les résultats qu'avaient leurs élèves. Pourquoi ? Parce qu'ils ont su analyser les étapes importantes qu'il fallait passer, parce qu'ils ont dû un peu plus se pencher sur le sujet, et ils n'avaient pas le syndrome des professionnels. Et souvent, un prof expérimenté, diplômé, qui a une habitude de faire les choses d'une certaine façon, va tomber très rapidement dans le syndrome des professionnels et va créer une formation qui va être complètement déconnectée du marché et de la façon dont les élèves doivent évoluer dans ce marché-là. Un autre exemple, c'est quand nous, on a accueilli dans X-School un élève qui avait créé une formation sur la flûte de Pan avec un des plus grands joueurs de flûte de Pan, en pensant que juste la notoriété de ce prof-là, de par le fait qu'il avait des diplômes, qu'il était très connu, que c'était un super musicien, allait fonctionner. Et il s'avère que ça a été un échec total, parce qu'ils n'ont pas tenu compte du marché. Donc la clé pour moi, c'est déjà, est-ce qu'on a des capacités à être pédagogue ? Si c'est le cas, on peut enseigner ce que l'on veut, pas besoin de diplôme. Et deux, c'est se poser la question de qu'est-ce que vivent les élèves qui veulent apprendre et comment je m'adapte. En fait, plus important, c'est la capacité d'écoute. C'est pas
C'est pas des ordres, c'est pas c'est pas une feuille de route où tu fais ci, tu fais ça, et ça y est, t'es un bon prof. J'ai coché toutes les cases. J'ai une capacité à écouter l'élève, à ressentir ce qu'il bloque et à le faire avancer. Et à s'adapter surtout. Et à s'adapter. Parce que enseigner d'une certaine façon stéréotypée donne un ordre des choses et donc va s'adresser qu'à un quart de la population. Il y a 4 types de personnalités. Si on enseigne tout le temps de la même façon, généralement, on va se retrouver à s'adresser à un quart de la population. Et les 3 quarts restants vont pas y trouver leur compte. Alors que si on est capable de s'adapter en fonction de qui on a devant, que ce soit un élève ou plusieurs élèves, donc on est capable de segmenter, de regrouper des élèves aussi par niveau, par groupe, on aura beaucoup plus d'efficacité, on s'adressera peut-être un peu plus à ces 4 catégories de personnalités. Et tu penses que du coup, en tant qu'autodidacte, c'est quelque chose qui est possible de faire? Je pense que c'est possible, effectivement, à condition d'être passionné, encore une fois. N'importe quel autodidacte qui se lance, et s'il est autodidacte, c'est qu'il est passionné déjà à la base, c'est qu'il avait envie d'apprendre ces choses-là, parce qu'on n'est pas autodidacte si on n'est pas passionné par un sujet, ça j'en suis persuadé, sinon il y a quelque chose qui cloche, sinon c'est de l'obligation et ça marche pas. Justement, plus il va commencer tôt à enseigner aux autres, plus il va progresser aussi. Parce qu'on voit que dans la courbe de l'apprentissage, le tableau de l'apprentissage, vraiment ce qui permet de retenir le plus de notions, le plus de choses, c'est d'enseigner aux autres, parce qu'on se met aussi une mission et une mission de travail en fait pour aider les élèves à avancer. Et donc plus il va s'y prendre tôt, plus il va se souvenir des étapes qu'il a dû passer pour arriver à un step, à une étape de progression. Il va surtout vulgariser plus facilement qu'un prof qui, lui, aura passé peut-être 30 ans dans son activité, aura totalement oublié comment il avait commencé. Et j'ai une élève que je suis actuellement, qui est prof de musique, prof de piano, qui a une façon d'enseigner absolument géniale, qui correspond vraiment à ce que veulent les gens en général pour apprendre le piano, c'est-à-dire se détacher un peu du solfège, de pouvoir jouer devant les autres facilement, et puis jouer différents morceaux assez facilement. Et sa méthode est absolument géniale, et en plus elle a une énergie top. Par contre, elle a énormément de mal à vendre ses cours, parce qu'elle a totalement oublié ce que les élèves avaient besoin, et elle se sent plus dans l'obligation de justifier qu'elle a un niveau, plutôt que d'aller vers les problématiques des élèves. Et dans un travail d'accompagnement qu'on a pu faire ensemble, je l'ai juste remis sur « mais qu'est-ce que tu fais quand tu as un élève qui arrive ? C'est quoi les premières choses que tu lui fais faire ?» Et malgré le fait qu'elle le fait en cours, elle a complètement déconnecté au niveau du cerveau de à quoi ça servait. C'était devenu une habitude. Et là, elle s'est dit « mais oui, mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse pour montrer que mes cours sont intéressants. » Bah ouais, tout simplement. Et c'est le syndrome du professionnel. Et ça, c'est une des problématiques des gens expérimentés et aussi diplômés qui rentrent dans un carcan. Et je te rejoins, et j'ai une anecdote là-dessus. Je me suis retrouvé dans ce schéma-là. Je ne sais plus dans quel podcast on avait parlé du cadran d'apprentissage. Au début, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc du coup, tu n'as aucune connaissance de ton ignorance. Puis tu finis par te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas. Puis tu finis par savoir les choses parce que tu les apprends. Et au final, tu arrives au dernier stade où tu ne sais pas que tu sais. Tu n'as plus conscience de tout ce que tu as automatisé. Et l'anecdote, c'est la suivante, c'est qu'il y a une époque, j'ai voulu créer une méthode de violon. Et donc, j'avais fait un petit tableur Excel, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et j'ai essayé de détailler au maximum tous les apprentissages que je voulais y voir. Et j'ai voulu tester sur des élèves. Et du coup, tu commences à donner les cours aux élèves, et en fait, tu t'aperçois que des étapes qui pour toi n'avaient pas lieu d'exister, parce que du coup, voilà, tu sais faire ça, ok, tu l'apprends, ça marche, puis tu passes à la suivante. Mais en fait, il y a des micro-étapes entre les deux, auxquelles tu ne pensais pas, et où l'élève bloque, mais toi, tu t'en rappelles pas parce que c'est automatisé. Et donc, tu dois te faire violence, d'où d'ailleurs le dicton qui dit « enseigner, ça prend une deuxième fois ». Tu dois te faire violence pour comprendre pourquoi lui, ça ne veut pas fonctionner, et te remettre dans l'état où toi, ça fonctionnait pas. Et celui qui a de l'expérience, du coup, c'est plus dur de faire ça. Moi, j'ai eu du mal à imaginer pourquoi c'était difficile. Alors, avec l'expérience, tu arrives à trouver les subterfuges, mais celui qui est plus proche
de l'élève en termes de compétences techniques, qui est passé par ces difficultés-là, il aura certainement la sensibilité et du coup, il pourra faire passer le message qu'il faut auprès de ses élèves. Exactement, et moi ça m'amène à te poser une question. Un musicien qui a parcouru le monde avec son groupe, pourrait-il être un meilleur enseignant qu'un diplômé là, d'un conservatoire? Alors, je vais répondre, réponse courte d'abord, oui. Maintenant, je vais détailler quand même un minimum. Pour moi, c'est ce qu'on avait déjà évoqué, ce qu'on appelle les pédagogies croisées. Un élève qui va appréhender quelque chose via une pédagogie, puis une autre, et qui va croiser tout ça, ça fait qu'il va se faire un schéma, il va se construire grâce à ces enseignements multiples. Quelqu'un qui a fait le tour du monde, qui est dans des groupes, qui a vu différents styles musicaux, différents musiciens, forcément se nourrit de toutes ces connaissances, de toutes ces façons de faire, et je pense devient forcément plus performant en tant que prof, parce qu'il a plus d'expérience, plus de vécu, plus de choses à partager, plus de finesse en fait. Il n'est pas restreint dans un seul cadre qu'on lui a donné. Tu vois, il a vu plusieurs cadres, et lui, il a fait les connexions avec son expérience, et il partage cette expérience. Donc pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Ouais, mais après, il reste la notion de l'enseignement en ligne de la musique, qui est un tout autre métier finalement que l'enseignement traditionnel en présentiel. Moi, j'ai l'exemple, dans les élèves que l'on a, on a des profs de conservatoire, on a des profs d'école associative, des profs qui sont à leur compte, donc on a tout type de profils, et on a aussi des musiciens qui ont fait des tournées et tout ça. Et le point commun que je constate de tous ces profils, c'est que une fois, même s'ils ont tous des méthodes différentes, vraiment on sent que quand on les en entretient, leur façon d'enseigner est vraiment différente. Il y a une approche, une notion de perception de la musique qui est vraiment différente. Des fois, certains c'est très élitiste, d'autres un peu moins, d'autres très orientés sur les débutants, d'autres très orientés sur la rythmique, orientés sur le feeling. Donc, c'est des approches qui se valent toutes, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, dès qu'on passe sur enseigner la musique en ligne, là, on tombe qu'avec des débutants finalement, avec des personnes qui ne savent plus comment exploiter ce qu'ils savent faire, leurs compétences, pour le mettre en place sur une plateforme en ligne et faire en sorte que ça soit efficace. Et ça, c'est le point commun que l'on peut avoir entre des gens qui sont diplômés et des gens qui ne sont pas diplômés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde pour partir en ligne, c'est que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il faut juste à un moment se dire, ok, il faut que j'apprenne ces nouvelles compétences-là pour me montrer que j'en suis capable. Déjà, c'est la première étape. Et la deuxième étape, permettre à mes élèves de mieux progresser. C'est marrant parce que ça me fait penser à certains commentaires un peu virulents qu'on a eu des fois sous certains posts, où très très vite, l'ego de certains musiciens remonte et ils mettent tout de suite en avant: moi j'ai les compétences, moi j'ai le diplôme, moi ça fait 30 ans, 40 ans que j'enseigne. Et ils viennent corréler cette information avec l'apprentissage en ligne, en mode: moi je sais ce que c'est qu'enseigner la musique, donc du coup, je vous le dis, enseigner en ligne, c'est nul. Comment est-ce que tu expliques que dès que tu vas échanger avec des gens là qui sont très portés sur le présentiel, il n'y a que ça, et le diplôme, c'est le plus important, comment est-ce que tu expliques qu'ils soient touchés émotionnellement à ce point-là? Parce que c'est vraiment très, très virulent quand tu viens parler avec eux. Éventuellement, ça atténue quand toi-même tu viens partager le fait que tu étais du même milieu qu'eux, donc tu as le droit d'avoir un avis. Mais comment tu expliques cette virulence dans leurs propos? Je l'explique par l'aversion à la perte. Je pense que c'est des gens qui ont énormément taffé, énormément travaillé pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire une situation, un diplôme. Ils ont passé des années à travailler leur instrument et ils se retrouvent dans une situation où c'est questionné, où des gens arrivent et enseignent la musique de manière différente de ce que eux ils ont eu l'habitude de faire, et ça remet en question des années de travail de leur côté. Et je comprends qu'ils soient du coup fermés à ça, parce que l'aversion à la perte est l'émotion la plus dure que l'être humain peut être confronté en fait. Et ces gens-là qui réagissent comme ça ont une grosse aversion à la perte par rapport à ça, et surtout commencent à sentir
ce que l'on voit partout actuellement, c'est que leur métier est en train de mourir, en train de disparaître, et ils s'accrochent sur les valeurs de ce qu'ils ont fait dans leur développement et leur activité, c'est-à-dire travailler beaucoup leur instrument, passer des diplômes, et ils s'appuient là-dessus parce que pour eux, c'est leur vérité, et qui se respecte et qui est vrai, parce que c'est ça qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. Face à cette nouvelle façon d'enseigner, je comprends que comme c'est démocratique, c'est ouvert, et que, comme je disais, tout le monde peut commencer à le faire, expérimenter, pas expérimenter, parce que c'est une nouvelle façon d'apprendre les choses, c'est un nouveau métier, ils sont remis en question. Et c'est ça qui est difficile pour eux. Ouais, du coup, ils se sentent obligés de justifier que, comme eux, ils ont trimé, ils ont, entre guillemets, plus de valeur. Et en même temps, je comprends, hein, pour avoir fait des études de musique, je pense que c'est un des métiers les plus difficiles. En fait, obtenir ces diplômes en tant que musicien, c'est un des trucs les plus durs. Parce que même si tu regardes des études de médecine, il y a un tronc commun qui est commun à tous jusqu'au bac. Mais après, c'est 7, 8, 9 années de médecine. Pour devenir un bon musicien, c'est des heures et des heures de travail tous les jours, et c'est 10, 15, 20 ans, et puis tu t'arrêtes jamais. Et donc, il y a un moment donné, quand on vient te dire qu'il y en a un qui a débuté il y a 3 ans, et il va donner des cours, c'est dur pour l'ego du prof en face. Donc, effectivement, on peut le comprendre, mais il faut se dire que justement, eux, ils ont des atouts, et c'est pas parce que... c'est comme les taxis et Uber. C'est pas parce qu'il y a Uber qui est là que les taxis meurent. C'est juste que tu dois prendre les choses différemment. C'est pas parce qu'il y a Airbnb qui existe que les hôtels n'existent plus. En fait, c'est juste que ça demande plus de finesse dans qui est-ce que tu accompagnes, de quelle manière tu les accompagnes. Et je pense que ça, c'est dû aussi au fait qu'on parle de diplômes, justement, que les diplômes n'ont pas assez évolué avec l'évolution de la musique. La musique a énormément évolué depuis des décennies, des siècles, et finalement, on se retrouve avec une vision, alors là je vais peut-être en fâcher certains, mais très élitiste de la façon d'enseigner la musique, avec beaucoup de musique classique, qui amène avec beaucoup de technicité, mais c'est des choses qui sont très très bien. Mais on a une grosse partie de la population qui n'est pas du tout tournée vers cet enseignement-là. Peut-être que l'enseignement de la musique n'a pas évolué assez rapidement, notamment dans la mise en place des diplômes dans les dernières décennies, pour venir répondre à un marché qui, lui, a évolué très rapidement, et des musiques qui évoluent constamment. Moi, j'ai enseigné pendant 10 ans la MAO dans une école de musique. On est à la préhistoire de l'enseignement de la MAO dans les écoles de musique. C'est absolument hallucinant, alors que les écoles de musique devraient être l'endroit où la musique assistée par ordinateur est enseignée, parce que c'est un outil absolument remarquable pour les profs, pour les élèves, pour poser ses idées, pour être compositeur, pour s'améliorer. Donc, ça doit être une obligation, sauf que on est au balbutiement, voire avant les balbutiements. Moi, j'ai créé un studio pédagogique dans l'école municipale où je travaillais. Ça a été la croix et la bannière pour le faire. Il y a très peu d'écoles qui ont ça. Celles qui mettent ça en place, c'est souvent des écoles privées, des écoles qui ont une autre vision que l'enseignement très traditionnel de la musique, qui donc répondent à une part du marché qui est différente de celle des écoles de musique actuelles. Et donc, je pense que s'il y a une prise de conscience qu'il faut un petit peu nettoyer tout ça, garder, bien sûr, les choses essentielles, je ne dis pas qu'il faut mettre de côté l'enseignement de la musique classique, non, surtout pas, c'est très important, mais il y a un public pour ça. On ne peut pas non plus toujours se dire musique classique égale musicien d'élite. Alors, d'un côté, oui, parce que ceux qui veulent jouer dans des musiques, des concerts de chambre et tout ça, il n'y a pas le choix, donc effectivement, mais c'est pas le but de tout le monde. Quand on se dit professeur de musique et qu'on fait partie d'un système d'enseignement musical, c'est un système culturel, et la culture, elle appartient à tout le monde, et donc il doit y en avoir pour tout le monde. Et je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur cette évolution des diplômes dans l'enseignement de la musique. C'est sûr qu'il y a un truc à faire, et d'ailleurs, est-ce que, par exemple, pour l'enseignement du DE, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une option, une spécialisation enseignement en ligne, hein, tu vois, d'intégrer ça dans les programmes? Complètement. Je pense, au fond de moi, que dans quelques années, ça sera le cas. Parce qu'il n'y aura pas le choix. Ça devra se faire. Comme plein de choses ont été imposées par la force des choses, parce que le marché l'a voulu et que l'évolution de la société l'a voulu. Donc ça arrivera. Mais on peut se poser la même question sur les musiques actuelles. Il y a des diplômes maintenant d'enseignants en musique actuelle. Moi, j'avais des collègues qui avaient leur diplôme pour enseigner musique actuelle.
ou enseigner le jazz. Mais si on remonte à 30 ans, 20, 30 ans, il n'existait pas ces diplômes-là. Quand les musiques actuelles sont arrivées dans les écoles de musique, c'était une hérésie. C'était n'importe quoi d'enseigner ça. Et là, maintenant, ça y est, ça s'est ouvert et on commence à avoir des gens qui ont des diplômes. Et ça commence, j'ai envie de dire, juste, ça fait peut-être une dizaine d'années. C'est rien du tout, une dizaine d'années que ça commence à se mettre en place. Moi, je vois que c'est encore la galère dans beaucoup d'écoles, que ça se mette en place, quoi. Et on revient à ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est que c'est là où tu vois que le diplôme, ce n'est qu'un bout de papier, et je pourrais même aller plus loin, c'est une sorte de vision pseudo-politique, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros, par exemple nous, avec Zik School, on permet à ceux qui veulent enseigner la musique en ligne de le faire. Il y a un cursus, il y a il y a des étapes à suivre qui leur donnent des compétences, il y a une sorte de diplôme à la fin. On pourrait tout à fait se projeter sur le fait que n'importe quel diplôme est construit de la même manière, un programme, une structure et un diplôme. Mais ce n'est qu'un bout de papier, c'est juste qu'on a décidé à un moment de structurer ça. Et les diplômes qui sont les plus reconnus, c'est juste que ce sont des organismes qui sont plus gros, plus reconnus. Mais ça ne veut pas dire que derrière, le diplôme, il est plus... il a une plus grosse valeur. Il a une plus grosse valeur. Ouais. Ben, c'est souvent, les diplômes aussi sont gérés par un contrôle de l'État. Souvent, c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour faire avancer les choses et après, l'État régule. Et dans les diplômes reconnus, entre guillemets, pour avoir qui... Entre être reconnu et efficace, il y a un monde, on en a déjà parlé, mais reconnu en tout cas, l'État est venu en fait réguler tout ça pour que ça soit normé. Et finalement, qu'on ne se retrouve pas avec quelque chose qui n'a ni queue ni tête et qui essaye de donner une valeur à un diplôme. Sauf que la musique va plus vite que ce qui est mis en place au niveau de ces aspects administratifs. C'est très bien que l'administration en France, c'est très long, très compliqué avant que les choses soient reconnues sur plein de choses. Mais le marché va beaucoup plus vite que ça. Et donc, du coup, on est dans un système à deux vitesses et c'est pas toujours facile. Et j'en viens à une question qui est très provocatrice. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, un prof de musique qui se lance dans l'enseignement de la musique est un musicien raté? C'est une bonne question qui pourrait faire un peu polémique. Alors, je pense que dans le lot, c'est un petit peu comme quelqu'un qui adore les mathématiques, il fait des mathématiques et il finit professeur de mécanique, non, de mathématiques. Mais c'est pas pour autant qu'il a forcément une vocation à être professeur de mathématiques. En général, il faut pas se leurrer, c'est assez rare celui qui se lance en tant que musicien et se dit « ma vocation, c'est d'être prof ». Ça peut évoluer. Moi, personnellement, j'aime enseigner. Mais si je suis honnête avec moi, je préférerais faire des concerts devant des salles pleines et être adulé par le public que de devoir faire des allers-retours. Alors, c'est pas mon cas parce que c'est une activité secondaire, mais que de devoir faire des allers-retours chez les élèves toute la semaine ou d'aller à l'école de musique de manière continue avec des élèves des fois motivés, des fois non. Moi, avec mon humeur parfois, et de faire quelque chose qui est devenu alimentaire alors que mon rêve de base, c'est la musique, c'est de partager, c'est de jouer. Alors, on ne peut pas être catégorique, effectivement, un prof de musique, même dans une école de musique, il va pouvoir participer, il va pouvoir jouer, il va certainement jouer avec des collègues, il va faire des concerts de représentation. Mais je pense qu'il y a forcément une part de frustration, alors je ne sais pas si on peut employer le mot de musicien raté, mais en tout cas de musicien pas entièrement accompli. Alors, moi, de mon expérience, il y a des enseignants qui ont vraiment la vocation. D'enseignants dans le milieu musical, on sent que c'est ce qu'ils voulaient faire, ils ont la vocation d'enseigner, ça se sent. Et de tous les collègues que j'ai pu côtoyer, il y en a d'autres, on sent que c'était pas une vocation à la base. On sent qu'ils ont fait ce métier-là parce qu'ils voulaient être dans la musique, parce qu'ils étaient bons musiciens et que c'était un peu la voie qui leur restait à disposition pour pouvoir vivre de leur passion. Et ça, dans la façon qu'ils ont d'aborder les élèves, le respect des élèves, la façon aussi de se creuser la tête pour que les élèves avancent plus vite, ça se voit tout de suite. Quand on a des enseignants qui disent « Ouais, mais les élèves, ils travaillent plus chez eux, ils font plus rien, moi je ferai plus d'efforts », c'est pas ça, être prof. Prof, c'est de s'adapter c'est ça le métier de prof. Donc moi j'ai tendance à croire sur ces types de personnalités-là que c'est souvent des gens qui ont fait ça. Alors ils peuvent être fatigués et tout aussi, je vais pas
renier ces aspects-là, mais qui voulaient être musiciens et qui sont venus sur l'enseignement pour ça. Par défaut. Par défaut, voilà. Et du coup, l'enseignement en ligne a une valeur assez intéressante là-dessus, c'est que il permet de rabattre les cartes par rapport à tout ça, et de permettre aussi aux enseignants qui voudraient pouvoir un peu plus s'exprimer à travers la musique, donc revenir un peu à la base de devenir un musicien professionnel, et qui n'ont pas réussi à ça et qui se sont rabattus sur l'enseignement, de pouvoir quand même s'exposer à un public et de pouvoir jouer devant les autres. Parce que avec l'enseignement en ligne, il y a tout à fait possibilité de promouvoir son enseignement en jouant devant les autres. On peut faire des lives Facebook, des lives YouTube qui permettraient de montrer justement son savoir-faire, partager une passion, partager une énergie qui attire énormément de personnes vers l'apprentissage d'un instrument. Les vocations pour apprendre un instrument sont généralement, on a entendu quelqu'un jouer d'un instrument, on s'est dit « Ah là, j'ai envie de faire la même chose ». C'est 99% du temps ça qui se passe. J'ai vu quelqu'un qui a joué, c'était magnifique, et j'ai envie de jouer la même chose parce que j'ai eu une vraie émotion. Et j'ai beaucoup d'enseignants qui me font le retour, qui ont des activités à côté, qui jouent dans des mariages par exemple, qui jouent dans des groupes, et qui me disent tiens, j'ai quelqu'un qui est venu me voir jouer ce week-end dans le public, qui est venu me demander si je donnais des cours. Donc on voit bien que finalement, la clé de l'enseignement, que ça soit en ligne ou que ça soit en présentiel, c'est toujours la même, c'est la porte d'entrée, c'est j'ai envie de jouer d'un instrument parce que j'ai eu une émotion à voir quelqu'un en jouer, ou j'ai eu une émotion à tester un instrument. Mais derrière, pour étendre cette possibilité de passion au public, quand on est prof de musique, on peut aussi, encore plus avec l'enseignement en ligne, exploiter ses talents de musicien pour promouvoir son activité d'enseignant. C'est très juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que je suis en train d'y penser, mais un prof particulier, il va se mettre en avant éventuellement sur un site d'annonce, sur Internet ou par le bouche à oreille, mais il n'y a jamais vraiment de démonstration. Éventuellement, au premier cours, tu montres à l'élève qui sait jouer, mais il n'y a pas de démonstration. Alors que quand tu deviens prof en ligne, tu es obligé de montrer tes talents de pédagogue, mais d'en profiter pour montrer tes talents de musicien. Et je trouve ça génial parce que les réseaux sociaux te permettent de te montrer. Et il y a un autre aspect en plus que je trouve très pertinent, c'est que quand tu enseignes en ligne, du coup, toute la gestion de ton temps est différente, parce que tu gères tes élèves de manière globalement asynchrone. Donc, tu peux t'offrir plus de temps. Et moi, j'avais eu ça avec quelques profs, quelques musiciens qu'on avait eu au téléphone pour qu'ils rejoignent Music School, qui disaient « Ah, moi, j'aimerais bien avoir plus de temps pour travailler mon instrument. » Parce que c'est une réalité. L'enseignant qui enseigne dans une école de musique ou à domicile, le temps qu'il a pour travailler son instrument, il est très limité. Et pour ceux qui n'en auraient pas conscience, travailler son instrument, ça peut parfois prendre beaucoup de temps. Et quand on devient, plus on avance dans le temps avec l'expérience, plus on est capable de faire beaucoup de musique. Moi, dans les premiers temps, quand j'étais petit, je faisais 30 minutes à 1 heure par jour, ce qui est quand même déjà conséquent. Mais à la fin, avant de passer mon DEM, quand j'avais des concours, je passais 2, 3, 4, 5 heures par période par jour. Et aujourd'hui, c'est juste pas concevable. Quelqu'un qui donne des cours à temps plein, il peut pas passer 4 heures, 5 heures sur son instrument. Alors que s'il passe à de l'enseignement en ligne, il a la possibilité de s'offrir beaucoup plus de temps pour pratiquer son instrument, d'avoir plus de temps pour faire des représentations. Et voilà. Et en plus, c'est un cercle vertueux. Il se met en avant sur les réseaux sociaux, il aide des gens, il inspire des gens, il se fait connaître, il fait sa promotion, il joue, il a plus de temps pour jouer. Ouais, puis ça rejoint le thème de la communauté qu'on a eu dans le dernier podcast. Si les enseignants travaillent justement sur l'enseignement en ligne et développent une communauté, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est qu'ils auront cette communauté-là pour faire du contenu. Et le contenu, ils l'ont au quotidien. C'est-à-dire que quand ils prennent leur instrument pour faire leur gamme, pour répéter, ils peuvent se mettre en direct et montrer aux autres, faire un mini-concert finalement. Ça s'est beaucoup vu pendant le confinement. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des concerts en ligne et ça a eu un succès énormissime. Beaucoup d'artistes ont sauvé finalement leur période confinement avec ça. Parce que derrière, ils ont joué en direct, ils en ont fait des albums qui ont été vendus. Et ça a été une vraie pertinence. J'ai pas vu beaucoup de profs de musique faire ça. Beaucoup ont essayé de le faire pour faire participer les élèves. Mais dans le travail qu'ils auraient pu mettre en place aussi, c'est continuer à donner envie aux élèves de s'accrocher à la culture, à s'accrocher à l'art de la musique,
par le fait de jouer de leur instrument et de faire des directs. Et ça, c'est dommage qu'en fait, ils n'aient pas été formés à ça, parce que ça aurait changé beaucoup, beaucoup de choses dans ce côté éloignement du confinement et dans cet oubli de l'enseignement musical, parce que les conséquences derrière, c'est qu'il y a eu beaucoup de baisse d'effectifs dans les écoles suite au confinement, alors que s'ils avaient pu entretenir ce côté essentiel de la musique, c'est je suis passionné parce que j'adore écouter la musique, j'adore en jouer, et qui nous montraient que eux aussi ils avaient ça. Et tu as raison, c'est souvent oublié. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui, pareil que toi, quand je les ai en entretien, me disent moi j'aimerais avoir plus de temps pour jouer de la musique, créer un album, écrire mon prochain album, répéter, voilà. Et l'enseignement en ligne va leur permettre de lier l'utile à l'agréable et de faire des prestations en ligne pour attirer encore plus d'élèves. Et du coup, dans tout ça, est-ce que le diplôme a vraiment une place... Enfin, est-ce que le fait que, dans les profils là qu'on décrit, est-ce que le fait d'avoir un diplôme ou non change vraiment la donne ? Non, là, le diplôme n'a rien à voir là-dedans. Finalement, c'est le partage qui a quelque chose d'important dans cette histoire-là. Moi, je pense que l'enseignement, c'est comme le marketing. Si on ne donne pas envie, si on ne crée pas une transformation, on ne promet pas une transformation, ça ne marche pas. Et là, c'est exactement la même situation. On est là pour faire passer une émotion avec la musique. S'il n'y a pas d'émotion, qui va venir vouloir apprendre un instrument ? On n'apprend pas un instrument si on n'a pas eu d'émotion avec cet instrument-là avant. Moi, quand je me suis mis à la guitare, c'est parce que j'avais beaucoup de plaisir à entendre des morceaux acoustiques. Et j'adore la guitare acoustique pour ça. Ça me donne énormément d'émotions. Et je pense que tous les élèves qui se lancent dans l'apprentissage de la musique à long terme ont cette émotion-là. Et d'ailleurs, on voit souvent des élèves qui switchent entre les instruments au début parce qu'ils n'ont pas encore tâté cette émotion-là. Ils n'ont pas encore trouvé l'élément qui pourrait leur permettre de persévérer dans un instrument. Et donc, on est dans l'optique de les faire tâtonner. Voilà, tu vas essayer plusieurs instruments, tu vas voir ce qu'il en est. Mais si à côté de ça, le prof utilisait son savoir-faire de professionnel pour leur montrer régulièrement qu'on peut faire des choses cool avec cet instrument-là, il y aurait énormément de vocation pour l'apprentissage de la musique, qui sera en place. Imagine juste la situation que t'es élève, t'apprends un instrument et t'as ton prof qui fait des lives musicaux toutes les semaines, voilà, pendant qu'il est en train de répéter tout ça, ça change tout. Tu veux une anecdote dessus d'ailleurs ? J'ai fait un live de 24 heures en piano, où l'objectif c'était d'apprendre un morceau que je connaissais pas et de le poncer au maximum pour l'apprendre sur 24 heures. Mes enfants qui étaient pas avec moi ont réclamé pour regarder parce que papa il était en live. Mais en fait ça serait, je parle de ces anecdotes parce que un prof et les élèves ça fonctionnerait pareil. J'ai mon prof il est en live sur Twitch pendant 24 heures, forcément que ça crée de l'émotion et derrière ça crée des vocations. D'ailleurs mon fils s'est mis au piano comme ça pour la petite histoire, il a essayé dans une école de musique plusieurs instruments. Et à chaque fois qu'il allait essayer les instruments, donc c'était sur 4 trimestres, dans chaque salle il y a des pianos, parce que les pianos ça sert toujours pour accompagner. Il était dans la salle pour le violoncelle, hop, lui il allait sur le piano, il jouait tout le temps sur le piano, et en fait tu sentais qu'il avait été capté émotionnellement par le piano, notamment parce que j'en joue à la maison, mais parce qu'il en a écouté, parce que du coup il a été touché émotionnellement par cet instrument. Il y a besoin de ça, tu peux pas... C'est comme ça que moi j'ai été touché à la base, c'est comme ça que j'ai fait mon deuxième instrument quand j'avais 7 ans au conservatoire, j'ai fait du clavecin. Alors quand je suis devenu ado, c'était beaucoup moins sexy, mais c'est que j'en ai entendu à la radio, je fais « ce son c'est génial, j'ai envie d'en faire ». Tu vois. Et moi ça m'amène à te poser une question qui a un total rapport avec tout ça. Est-ce que les diplômes en musique créent une élite inaccessible et détachent de la réalité des musiciens du quotidien ? Alors, c'est une excellente question, je pense que ça répond... Enfin, c'est ce qui fait qu'il y a notamment les échanges qu'on peut trouver des fois sur les commentaires derrière nos publications. C'est que je pense que oui, ça crée un fossé. En fait, il y a une sorte d'enseignement musical traditionnel avec des cursus qui sont en place depuis longtemps et qui est forcément beaucoup plus accessible à une élite, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, à des gens qui savent qu'ils peuvent le faire, qui ont les moyens de le faire.
Moi, j'avais la chance, j'ai des parents où ma mère étant musicienne, elle connaissait le cursus, donc ils avaient les moyens d'eux, donc ils ont fait le travail pour m'emmener dans un conservatoire. Mais sinon, j'aurais jamais eu accès à la musique. Et forcément, quand tu te retrouves enfermé dans ce système-là, tu ne penses plus que par ce système-là. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, techniquement, je suis plutôt bon. Musicalement, je suis même très bon. Mais par contre, si tu me mets dans un cadre autre que celui que je connais, je perds pied. À une époque, j'étais incapable de jouer sur un piano dans une gare. Je suis incapable d'animer un bœuf pour jouer des morceaux de variété qui pourtant techniquement n'ont rien de compliqué. Pourquoi ? Parce que j'ai pas vécu dans ce cadre-là. Et derrière, tu as tout un panel qui s'est ouvert grâce à l'enseignement en ligne, grâce à Internet, de gens qui veulent juste gratter, faire un peu de clavier, machin, qui veulent jouer des choses qui leur font plaisir, des musiques de films, de la variété, du jazz et autres. Que du coup, ça crée vraiment, comme tu dis, un truc à deux vitesses. T'as l'élite qui part dans son truc, t'as les gens du peuple qui veulent juste apprendre la musique, et puis du coup, dedans, t'as les profs qui sont là-dedans qui te disent bah oui, mais non, eux aussi, ils doivent faire comme nous, on l'enseigne, tu vois. C'est là où c'est craignos, je trouve. Il y a un petit bémol que je vais mettre moi-même à ça, c'est qu'ils ont inclus maintenant dans le cursus, le jazz est devenu aussi un truc élite, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, il y a des cursus jazz et des choses qui sont faites très sérieusement en jazz, mais qui sont du coup devenues élite. Et c'est, je pense, le seul pour l'instant pont, le jazz, où c'est à la fois accepté en musique populaire et à la fois accepté en musique plus traditionnelle. Peut-être que le jazz peut réconcilier les deux mondes, je ne sais pas, grâce au numérique, on peut... C'est très intéressant parce que moi, ça me fait penser à une anecdote aussi que j'ai eue la semaine dernière d'une amie qui on parlait de jouer en groupe. Et moi, j'ai dans ma vie côtoyé des gens qui faisaient des études de musicologie et quand on était ensemble à jouer, étaient incapables de jouer en groupe avec des personnes s'ils n'avaient pas une partition devant eux. Et on a discuté de ça et mon ami m'a dit « Mais tu penses vraiment qu'on peut apprendre la musique sans apprendre le solfège ?» Juste cette notion-là. Et je dis « Mais tu sais que c'est le cas de la majorité des gens qui jouent en groupe, en fait. Il y a énormément de musiciens qui jouent dans des formations et qui ne sont pas capables de lire une partition, mais qui ont développé d'autres compétences pour pouvoir jouer. Un exemple concret, Paul McCartney ne connaissait rien au solfège. Il a fait des études de musicologie après sa carrière avec les Beatles pour progresser là-dedans. Moi, j'ai un exemple dans ma famille aussi. Mon oncle qui est directeur du conservatoire dans le sud de la France. Avant d'être directeur du conservatoire, il était musicien, il faisait de la baloche et tout ça. Et il n'avait jamais appris le solfège. Il est retourné faire des études en musicologie pour apprendre tout ça. Mais ça n'a pas empêché d'avoir une carrière avant dans la musique et surtout de jouer à l'oreille, d'être à l'écoute, de jouer avec les autres. Et il y a beaucoup de musiciens formés dans le classique qui ont du mal à jouer avec les autres pour faire un bœuf, comme tu dis, ou autre. C'est très compliqué, sortir du cadre. Je lève la main parce que j'en fais partie. D'ailleurs, une autre histoire, et à un moment donné, ça m'a agacé, c'était en violon, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de pouvoir improviser et tout ça. Et j'ai pris des cours, alors ça a duré que 6 mois, je ne veux pas passer sur le pourquoi et du comment, avec un excellent prof. Le prof n'avait pas de diplôme, et il était moins bon techniquement que moi. Donc j'ai pris des cours avec quelqu'un qui techniquement était moins bon que moi. Par contre, en impro, c'était un tueur. Et moi, j'étais un bébé. Et en fait, il a adoré me donner des cours et j'ai adoré prendre des cours avec lui. Parce qu'en fait, dès qu'il me montrait, parce qu'en impro, tu mémorises quelques petits traits, des gammes, des machins, et après tu viens les ajuster et tu suis la grille. Il aimait bien parce que dès qu'il me montrait un trait, clac, 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 en 2-3 secondes, c'était mémorisé, c'était fait. Donc tout ce qu'il avait à faire des fois avec d'autres élèves, avec moi, il n'y avait pas besoin. Par contre, derrière, qu'est-ce que je galérais pour suivre la structure qu'il me donnait et tout, parce que pas de partition, Fabien, il est perdu. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que l'innovation en enseignement musical vient plus souvent de ceux qui ont suivi le chemin traditionnel ou de ceux qui ont dû le découvrir par eux-mêmes ? C'est une très bonne question. Je pense que ça vient principalement des gens qui acceptent de se remettre en question. Le truc, c'est que quand tu as un diplôme, un cursus, un suivi, c'est beaucoup plus délicat de se remettre en question parce que
ça sous-entend que tout ce que tu as appris est peut-être pas entièrement juste. Donc ça, faut ravaler un peu sa fierté et chercher différemment alors que tu as été mis dans un moule. Là où celui qui n'a aucune base, s'il veut faire quelque chose, il va devoir s'en sortir, il va devoir trouver quelque chose et donc il va devoir innover, il va devoir créer et conceptualiser des choses. Je pense que les deux sont intéressants. Je pense que même les deux peuvent dialoguer, ça peut être hyper intéressant. Quelqu'un qui connaît rien mais qui a des idées, tu vois, c'est un peu comme discuter avec un enfant. Les enfants, ils ont des idées à l'appel. Elles sont pas toutes bonnes à prendre, mais par contre, elles peuvent toutes t'amener potentiellement à une réflexion, à un truc intéressant et à innover. Donc je pense que les deux se valent, mais sur différentes manières. Alors la question qu'on peut se poser aussi là-dessus, c'est moi quelque chose qui revient assez souvent aussi en termes de demande, c'est les exigences légales qu'il peut y avoir autour de l'enseignement en ligne. Est-ce que y a besoin d'un diplôme particulier? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir suivi un cursus particulier pour pouvoir enseigner en ligne? Cette croyance existe beaucoup. J'ai beaucoup d'enseignants qui me disent « mais moi, je n'ai pas de diplôme pour enseigner en ligne, donc je ne peux pas enseigner en ligne ». What, quoi? Enfin, c'est incroyable hein, d'avoir cette réaction-là, quoi, je trouve. Surtout que, en vrai, même en présentiel, et je vais expliquer, mais ton diplôme, il n'est pas forcément indispensable. Ça dépend. En fait, le cadre, c'est ton employeur, entre guillemets, qui va le mettre. Si tu es à ton compte, que tu es juste prof particulier, il n'y a aucun moment on te demande ton diplôme. Si tu es prof dans une école associative, moi j'ai été prof, j'avais juste mon DEM, on m'a pas demandé mon diplôme. Par contre, si tu rentres en conservatoire dans certaines écoles de musique, oui, ils vont t'exiger le DE, le CA. Mais ça, c'est parce que ce sont leurs critères. Mais c'est les critères de l'employeur. C'est pas du tout les critères du système dans sa globalité. T'es pas obligé d'avoir un diplôme. Et donc, en ligne, ton diplôme, il sert à rien. Et donc, l'aspect légal, il va plus rentrer sur le côté comptable. C'est-à-dire que tu dois avoir une structure. Donc, si tu donnes des cours particuliers, il faut que tu puisses les déclarer. Donc, soit avec les chèques CESU, soit avec un statut micro-entreprise. Et donc, pour les cours en ligne, c'est la même chose. Mais l'aspect légal, il va plus jouer sur le fait que tu déclares tes revenus plutôt que sur ton diplôme. Le diplôme, à partir du moment où ce que tu sais enseigner, et même dans l'absolu, tu pourrais ne pas savoir faire, mais à partir du moment où il y a des gens qui payent, qui sont d'accord pour et qui en sont contents, on est bon. Bien sûr, et même sans forcément rentrer dans l'aspect légal, des enseignants qui sont fonctionnaires et qui travaillent dans des écoles peuvent quand même utiliser l'enseignement en ligne pour perfectionner leur enseignement et apporter plus de valeur à leurs élèves. C'est pas une notion de se dire on devient forcément entrepreneur, on doit quitter le système traditionnel pour enseigner en ligne. Non, encore une fois, je le répète, c'est pas tout blanc, tout noir. On peut garder du présentiel, garder son métier d'enseignant dans une école traditionnelle, un conservatoire ou autre, et intégrer l'enseignement de la musique en ligne pour que ça soit beaucoup plus efficace et qu'on apporte vraiment beaucoup plus de valeur aux élèves. Ça, il faut vraiment le comprendre maintenant. Et j'ai une petite question pour faire un peu l'avocat du diable, puis valoriser ceux un peu qui ont un diplôme, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que pour certains instruments, sur certaines technicités très spécifiques, celui qui manque d'expérience, d'acquis, de diplôme, puisse enseigner des âneries, enfin en tout cas permettre à des élèves de partir dans la mauvaise direction. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Le risque, il est déjà présent. Sur YouTube, il n'y a que ça. En majorité, il y a beaucoup de vidéos et de choses qui sont partagées qui sont pas du tout qualitatives, hein, clairement. Je pense que c'est une phase. Il va falloir s'y mettre pour que les choses deviennent un peu plus une norme. C'est en train de commencer, ça va continuer à se développer, pour qu'ensuite ça soit régulé. C'est toujours comme ça que ça se passe. Toute innovation, au bout d'un moment, il y a des dérives qui se mettent en place parce que il y a tout le monde qui s'y met et qu'à un moment, il y a besoin de cadre et l'État, derrière, va venir cadrer. Moi, je suis persuadé que dans les 20 prochaines années, il y aura justement, potentiellement, des diplômes. Peut-être que ça ne s'appellera plus des diplômes, mais en tout cas, il y aura une structuration de l'enseignement en ligne et notamment de l'enseignement de la musique en ligne qui fera que quand on regardera en arrière et qu'on regardera nos podcasts d'aujourd'hui, on se dira à l'époque, effectivement, on était vraiment à côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré. Donc, il faut passer par cette phase de dérive. Il faut passer à se confronter justement à toutes ces problématiques-là pour savoir comment le cadrer par la suite.
Mais pour qu'on y arrive, il faut que forcément tout le monde s'y mette. Et je le répète encore, c'est pas en gardant un système qui s'écroule que l'on va sauver le véhicule. Le véhicule, c'est enseigner la musique. Si on continue à procéder comme on le fait actuellement, on est en train de voir partout que ça s'écroule, comme tout le monde fait pareil, ça amène de la concurrence et ça amène que ça dévalorise le métier d'enseignant et de l'apprentissage de la musique. Donc, il faut passer par d'autres méthodes plus innovantes par rapport à ce que veut le marché pour remettre en avant, c'est des cycles, on remettra en avant au jour le présentiel parce que le en ligne aura pris beaucoup de place, aura besoin d'être normé. Et du coup, c'est là que ceux qui ont le talent et la possibilité de bien enseigner en présentiel redonneront de la valeur. Et moi, je le redis, quand je suis passé en ligne avec l'enseignement de la MAO, où avant, j'allais en voiture chez mes élèves et j'étais payé 25 € de l'heure. Aujourd'hui, un élève paye plus de 100 € pour 1 heure de cours avec moi en présentiel et en privilégié, en tête-à-tête avec moi. Donc, c'est, je pense, nécessaire que les enseignants comprennent qu'il faut apporter une disruption à leur activité et donc sortir de leur zone de confort pour aller vers ce chemin qui, à un moment, va devoir être cadré et il restera que ceux qui font des choses bien, comme il faut, et le tri se fera naturellement. C'est hyper intéressant. Est-ce qu'il me restait des questions? Moi, j'ai fait le tour, en tout cas, sur ce sujet-là. Du coup, moi, j'ai fait le tour aussi de mes questions. Écoute, je pense que ça a été un débat très instructif, très intéressant. On rappelle où est-ce qu'on peut nous retrouver, donc sur la chaîne YouTube, évidemment, de Zik School, sur tous les réseaux sociaux. Et après, sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires pour pouvoir discuter avec nous, des 5 étoiles pour mettre en avant le podcast et puis surtout partagez-le avec vos collègues pour faire avancer le débat finalement et apporter une prise de conscience. Est-ce qu'on croit vraiment à cette vision que l'enseignement doit bouger, doit évoluer? Plus la parole sera diffusée et plus vite ça pourra avancer. Exactement. Merci à toi Fabien. Merci Cédric. À très vite. Salut.